Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va pouvoir bientôt démarrer le webinaire. Je vais commencer par une petite introduction. Donc, je m'appelle Louise Forteau, je travaille chez O2M, je suis directrice de recherche chez O2M. Donc, O2M, c'est un cabinet de conseil en environnement. On accompagne les entreprises de divers secteurs, en particulier l'agricole, l'agroalimentaire et le bâtiment dans leur transformation environnementale. Et aujourd'hui, pour ce webinaire, je suis accompagnée de deux de mes collègues, donc Marine Chotard et Anaëlle Pagnou, qui vont se présenter un petit peu plus tard, qui sont, juste pour la petite présentation, chefs de projet du parcours Farmterix et consultantes en ACV et éco-conception agricole et horticole. Donc, pour introduire un petit peu le webinaire et permettre comme ça que les dernières personnes inscrites s'installent, nous allons aborder le sujet de la donnée en agriculture et en agroalimentaire et les intérêts du devenir et les devenirs pardon, de la donnée environnementale. Donc, en effet, le secteur agricole fournit de nombreuses données techniques à de multiples interlocuteurs et qui peuvent servir à diverses études, dont des études environnementales. Mais du coup, qu'est-ce qu'elles deviennent ces données? Comment la donnée environnementale peut avoir de la valeur? Pourquoi il est essentiel de considérer la souveraineté de la donnée pour que l'ensemble de la chaîne de valeur en bénéficie? C'est tout l'intérêt en fait de ce webinaire aujourd'hui. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Annelle et Marine. Je vous souhaite un excellent webinaire. Je reste à votre disposition pour relayer vos questions à l'issue du webinaire. Notamment, vous pouvez les poser sur l'onglet Q&R. Merci à vous et bon webinaire. À toutes et à tous. Je m'appelle Marine Chotard. Je travaille sur l'évaluation environnementale des productions agricoles, de toutes les productions végétales et animales de manière générale. Donc, j'accompagne les entreprises, que ce soit des agriculteurs ou des transformateurs, des coopératives, à calculer leur empreinte carbone, surtout sur l'amont agricole. Et ensuite, j'identifie avec eux des leviers d'action pour réduire les émissions. Et j'interviens aussi comme animatrice de la fresque du climat pour sensibiliser aux enjeux environnementaux. Et donc aujourd'hui, je suis accompagnée d'Anaëlle. Bonjour à tous, Anaëlle Pagnou. Je travaille également sur la plateforme Farmtex, donc plutôt sur la partie horticole, parce que j'ai une spécialité dans ce domaine. Et donc, travaille conjointement du coup avec Marine à son développement, notamment son développement numérique, mais aussi à tous les sujets de recherche qui peuvent y être associés. Et je suis également amenée à travailler sur d'autres projets en rapport avec le domaine horticole, donc notamment tout ce qui va être poterie horticole ou la modélisation de plantes en pot et leurs impacts. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler de la donnée agricole et de la donnée environnementale. Donc qu'est-ce que c'est? Et donc on va essayer de vous présenter un petit peu actuellement donc pourquoi cet intérêt pour la donnée environnementale et pourquoi c'est pas un luxe et pourquoi elle est entre vos mains et comment elle pourra vous servir à l'avenir. Donc les deux intervenantes aujourd'hui donc, sont Marine et moi. Et voici le programme de ce webinaire. Donc, dans un premier temps, nous allons vous définir c'est quoi une donnée agricole et une donnée environnementale, parce qu'on entend partout parler de données, mais en fait, au fond, qu'est-ce que c'est? Et donc, pour bien poser les termes, on va d'abord commencer par vous présenter ces éléments. Ensuite, on présentera à qui peuvent être destinées ces données, où peut-on les trouver, pourquoi les générer, et finalement, comment on arrive à les générer, comment on les crée. Donc, c'est quoi une donnée? Déjà, une donnée, c'est une information élémentaire qui peut prendre différentes formes. Ça peut être un chiffre, un texte, un fait. Ça Cette donnée, elle peut être collectée, enregistrée, traitée et utilisée pour prendre des décisions ou produire des connaissances. Dans le cas de nos travaux sur les données environnementales, on va d'abord parler de données agricoles qui serviront ensuite à générer des données environnementales. Donc, les données agricoles peuvent être également qualifiées de données brutes quand on va réaliser des travaux type analyse de cycle de vie ou bilan carbone. Et ces données brutes peuvent en fait reprendre des éléments, par exemple, associés à la consommation d'une exploitation, à la consommation
d'une entreprise, donc consommation d'eau, d'électricité, gaz, mais ça peut être également toutes les consommations d'intrants, comme des substrats, des poteries plastiques, des fertilisants, etc. Les données aussi couvrent également les typologies de production qu'on va étudier. Par exemple, qu'une exploitation produise du porc et éventuellement des cultures céréalières à côté, c'est une donnée, pour nous, c'est une information, ce qui va nous permettre de définir éventuellement le périmètre d'étude sur lequel on va être. Dans le cas de l'horticulture, par exemple, on va s'attacher à certaines variétés plus que d'autres, enfin certaines références, pardon, plus que d'autres à étudier ou non dans le cadre de nos études. Les données peuvent être également trouvées au niveau des itinéraires techniques. En fait, toutes les données de production, donc quels vont être les traitements que l'on va avoir appliqués à nos cultures, quelle va être l'alimentation du bétail que l'on élève, les dates de semis, les dates de récolte et comment on a récolté, vont être des informations, donc également des données qui vont nous permettre d'être ensuite moulinées pour générer des impacts environnementaux derrière. Et donc, ces données agricoles, une fois moulinées dans la machine de la CV ou du bilan carbone, vont donner des données d'impact ou des données environnementales qui, elles, peuvent représenter des émissions qui peuvent être représentées donc sur différents indicateurs. Ces émissions, elles peuvent être relatives au changement climatique dont on entend pas mal parler dernièrement, mais aussi elles peuvent être relatives à la qualité de l'eau, de l'air ou l'épuisement de certaines ressources comme les ressources fossiles et minérales. Ces données, elles peuvent être étudiées à différentes échelles. On peut soit se placer à l'échelle d'un produit, d'un ensemble de produits, ou même à l'échelle d'une exploitation en entier. Ces données, elles peuvent être également qualifiées de simples ou agrégées lorsqu'on va faire une agrégation de données, c'est-à-dire qu'on va venir faire une pondération de ces données à l'échelle d'un échantillon que l'on aura pu étudier. Donc, par exemple, quand on travaille avec des coops ou des distributeurs, on va pouvoir venir agréger la donnée de leur chaîne de valeur pour venir voir les principaux postes d'impact à l'échelle de l'échantillon étudié. Je vais reprendre la suite pour se poser la question de qui détient la donnée, qui la produit. Là, c'est intéressant en fait de voir que justement la donnée, elle s'articule vraiment comme un écosystème, dans le sens où aujourd'hui la donnée, elle est partout. On en parle beaucoup. Si on s'intéresse à la chaîne de valeur agroalimentaire, on peut voir que par exemple les agriculteurs, les producteurs de manière générale, possèdent beaucoup de données agricoles. Alors ça peut très bien être des données qui sont liées aux pratiques agricoles, des données qui sont liées à l'économique. Pourquoi ils utilisent ces données? Alors on peut voir justement qu'un des objectifs, c'est d'optimiser les pratiques, d'optimiser aussi les coûts de fabrication des différents produits, ou bien d'améliorer les rendements de production. Si on s'intéresse maintenant aux coopératives et aux négoces, elles vont produire des données qui sont liées en fait à l'activité de coopérative. Donc ça peut être des données qui sont liées aux adhérents, ça peut être des données vraiment qui sont liées aux différentes parties prenantes. Et donc ces données, elles vont permettre de gérer, d'optimiser et de répondre aussi aux attentes réglementaires. Ensuite, les transformateurs et les distributeurs possèdent eux aussi des données, plutôt des données industrielles qui peuvent être liées à des flux de matière, par exemple. Et ces données, elles vont permettre d'assurer la traçabilité, ça c'est un enjeu qui est important pour eux, de communiquer et aussi de répondre aux attentes réglementaires. Et enfin, on a aussi les consommateurs qui vont produire des données d'achat de par les différents achats, ce qui va aussi permettre de présenter des préférences alimentaires et d'illustrer en fait des comportements de consommation. Et ces données agricoles, elles vont permettre d'orienter les choix du consommateur et de soutenir des causes, par exemple, que ce soit des causes environnementales ou des causes à travers des cahiers des charges. Ça peut être justement des solutions à ce niveau-là. Donc ici, on peut voir aussi qu'il y a des liens entre les différentes entités. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un écosystème
où il y a du transfert aussi de données entre les différentes parties prenantes, entre les agriculteurs, les coopératives, les consommateurs et également les transformateurs. Maintenant, on peut se demander où la trouve-t-on, cette donnée, puisque là, on a bien vu qu'elle était partout au niveau de la chaîne de valeur. Donc, si on regarde, on peut donc la trouver chez les producteurs, notamment à travers des cahiers des charges qui vont présenter des pratiques agricoles, des documents techniques, notamment des documents qui vont permettre de présenter des itinéraires techniques de culture ou bien encore des outils de reporting. On peut aussi la trouver chez ce qu'on appelle les demandeurs, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des personnes qui vont utiliser les données. Là, encore une fois, on peut retrouver les documents techniques, les documents administratifs, notamment par exemple les déclarations PAC, et encore une fois les documents de reporting. On peut également aussi la retrouver chez les organismes publics, avec des résultats d'expérimentation. Je pense notamment à des fermes expérimentales, par exemple. On a des statistiques nationales. Aujourd'hui, dans le milieu agricole, on a la base de données Agreste, qui est la plus connue. Et puis, on a aussi le domaine de la recherche, qui va permettre justement de faire avancer la science avec de la littérature, des plateformes ou encore des bases de données, où on peut citer par exemple la base de données Agribalise, qui est une base de données qui permet de présenter l'impact environnemental des produits agricoles et agroalimentaires à l'échelle nationale, donc en France. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a vraiment plusieurs sources où on peut trouver la donnée. Si on poursuit dans nos réflexions et qu'on se demande justement le pourquoi aujourd'hui on cherche à avoir de la donnée, qu'elle soit brute ou environnementale, comme l'a présenté Anaëlle, on peut donc regarder justement les finalités et on peut se poser la question: à quoi sert-elle? Donc, il peut y avoir plusieurs finalités. Dans un premier temps, la communication avec la mise en valeur des pratiques agricoles basées sur des chiffres robustes, notamment pour mettre en valeur justement des pratiques spécifiques, des démarches environnementales. On a aussi les financements. Aujourd'hui, il y a des systèmes de financement qui demandent en fait de réaliser des bilans carbone d'expérience. Nous, on a déjà eu le cas avec un producteur qui justement avait besoin d'un bilan carbone pour avoir accès à un financement à l'échelle d'une région. On a aussi la compétitivité, bien sûr. Ça permet d'anticiper, de prendre une longueur d'avance par rapport à ses concurrents. On a aussi un bénéfice qui peut être lié au tourisme. Alors, pourquoi on parle du tourisme? Parce qu'aujourd'hui, on va chercher aussi à mettre en valeur les différents terroirs. On va aussi chercher à transmettre les valeurs et les pratiques agricoles. Donc, ça peut être un point intéressant. On a aussi donc la réglementation sur le respect de manière globale des engagements environnementaux. Et puis pour finir, on a l'objectif d'aussi d'anticiper les coûts, où l'idée c'est justement de pouvoir à la fin simuler des leviers d'action pour voir comment on peut réduire les différents coûts financiers. Donc, si on continue à construire justement notre réflexion sur le pourquoi, aujourd'hui, il y a des réels enjeux sur la donnée. Les producteurs ont différentes postures dans le sens où le secteur agricole est victime du dérèglement climatique. Alors là, on parle de changement climatique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la biodiversité, la gestion de l'eau. C'est vraiment tout un compartiment environnemental. Le secteur agricole est aussi émetteur de gaz à effet de serre, mais comme tout secteur,
En revanche, c'est un secteur qui permet de contribuer au stockage de carbone. Donc, le stockage de carbone qui peut s'effectuer à travers des éléments topographiques comme les prairies, les haies. Et aussi, ça contribue aux externalités positives. Les externalités positives, c'est par exemple l'entretien de la biodiversité. En fait, c'est toutes les choses que permet le secteur agricole sur notre environnement. Aujourd'hui, il y a des secteurs agricoles qu'on peut dire qui sont oubliés, notamment l'horticulture, puisque à date, il y a très peu de références disponibles dans Agribalis. Donc, je le disais tout à l'heure, Agribalis, c'est la base de données nationale qui permet de présenter l'impact environnemental des produits agricoles et agroalimentaires. Donc, il y a une méthodologie de calcul qui a été développée là très récemment aux Pays-Bas avec une sortie en février 2024 du FLORI-PFCR, qui est le cadre méthodologique de l'évaluation environnementale de l'horticulture. On peut aussi se demander alors pourquoi on va calculer une empreinte environnementale. Aussi, c'est important de savoir en fait comment l'impact environnemental s'articule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de croyances sur le fait qu'on pourrait se dire sur mon produit, ben, c'est l'emballage qui représente la majorité de des émissions, ou alors ça peut être autre chose. Et en fait, en calculant justement l'empreinte environnementale, ça permet justement de comprendre déjà l'impact et de voir justement où est-ce qu'on peut identifier des leviers d'action. Là, par exemple, si on regarde, donc c'est un exemple de la base de données Agribalis, si on regarde deux produits différents, on peut voir que l'impact environnemental s'articule de deux manières différentes. Sur le premier produit, le secteur agricole représente la majorité de l'impact, tandis que sur le deuxième produit, c'est l'emballage. C'est vrai que c'est des choses qu'on remarque assez fréquemment, c'est-à-dire que le secteur agricole représente sur une grande partie des produits la majorité de l'impact, mais sur certains produits, par exemple sur des bouteilles de vin, des bouteilles de verre, où il y a du verre, c'est vrai que l'emballage représente une partie de l'impact qui est un peu plus importante. Et puis, donc, pour l'horticulture, il n'y a que 7 données, donc ça représente pas beaucoup par rapport à ce qui existe dans la réalité. Et donc, c'est la raison du pourquoi il y a justement un enjeu de travailler sur la création de ces facteurs d'émission. On a aussi des attentes du marché, également sur toute la chaîne de valeur. Si on regarde les agriculteurs, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais on a des systèmes de financement. On peut citer par exemple AgriInvest, qui est un dispositif de la région Bretagne qui permet en fait de soutenir les investissements pour augmenter la performance économique, environnementale et sociale. On a aussi notamment les contrats de transition agroécologique, les CTAE. On a aussi le dispositif du label bas carbone qui permet en fait de générer des crédits carbone à travers des méthodologies qui sont vérifiées par le ministère. Au niveau des distributeurs, on voit aussi qu'il y a des démarches qui se mettent en place. Si on prend l'exemple de Leclerc, il y a un article là très récemment qui est paru le 31 mars 2025 sur justement la volonté de travailler sur un affichage environnemental avec l'illustration, là par exemple juste à côté, sur une farine de blé avec un packaging qui est présenté sous la forme d'une farine bas carbone. Les coopératives mettent aussi en place des programmes. On peut citer par exemple CultiveUp avec l'agriculture régénérative, le parcours aussi transition. Donc là, on voit vraiment que les coopératives aussi mettent en place en fait des programmes pour embarquer toute la chaîne de valeur. Et on a aussi des acteurs financiers, donc de différentes
ordre qui justement mettent en place en fait ce qu'on appelle des prêts à impact pour accompagner les différents projets dans la transition environnementale. Donc ça permet vraiment d'avoir une vision plutôt globale et de se rendre compte que justement la donnée, elle est encore une fois partout et qu'elle est attendue surtout sur toute la chaîne de valeur. Donc, je vais vous présenter un peu maintenant donc, comment on peut, générer de la donnée, d'impact environnemental à partir, de données agricoles et comment les 2 peuvent se nourrir. Donc, la donnée, comment on la fabrique? Donc tout d'abord, c'est important de définir un périmètre et un objectif de notre étude. Par exemple, là, nous allons prendre, l'exemple d'1 kilo de pâtes. Ça ne va pas être la même chose de calculer l'impact d'1 kilo de pâtes que, de calculer une, portion de 100 grammes de pâtes qui aurait permis de nourrir une famille de 5 ou de calculer, la quantité de farine, qu'il aurait fallu pour produire 1 kilo de pâtes. Donc l'unité à laquelle on se ramène, elle est importante. Le périmètre également. Est-ce qu'on va calculer, l'impact de la fourche à la fourchette ou est-ce qu'on va, vraiment, étendre ou réduire, ce périmètre? C'est-à-dire, est-ce qu'on va regarder que du consommateur au pardon, que du distributeur au consommateur ou que de l'agriculteur au distributeur? Donc vraiment, là, on va focaliser notre étude et notre regard est important à définir. Donc une fois ces éléments définis, on va pouvoir donc collecter un certain nombre de données agricoles, donc comme on a pu vous présenter précédemment, qui du coup pourront être extraites, de différentes sources, donc aussi bien la documentation technique, et le savoir-faire, des producteurs avec qui on travaille et également éventuellement, de bases de données ou, de documentation, publique dans le cas où les données ne sont pas forcément disponibles chez les personnes avec qui nous travaillons. Et ensuite, après avoir recueilli ces données, il est important de s'assurer également de sa qualité pour être sûr qu'elle peut être représentative de la situation qu'on est en train d'étudier. Dans un troisième temps, on va venir faire l'analyse des impacts environnementaux à l'aide de ces données, c'est-à-dire on va transformer les données brutes en données d'impact à l'aide de la méthodologie, donc d'analyse de cycle de vie, qui est une méthodologie qui permet de calculer l'impact d'un produit vraiment, sur toutes les étapes de son cycle de vie, donc de la matière première jusqu'à sa fin de vie, en passant par, sa transformation, sa distribution, et cetera et cetera. Et ces méthodologies donc, sont normées et c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure, du Flori-PFCR. Le Flori-PFCR, par exemple, est la méthodologie, de référence pour calculer les impacts environnementaux dans le cadre de l'horticulture. Et donc, une fois qu'on a fait, l'ensemble de ces calculs, on va pouvoir, donc obtenir une donnée d'impact et il va y avoir ensuite, tout un travail autour de cette donnée d'impact pour, et bien, l'utiliser, la sécuriser et l'exploiter en quelque sorte. Donc, dans son exploitation, on peut envisager donc sa diffusion auprès de différents canaux, de différentes manières. L'utilisation des résultats éventuellement pour, mettre en place, des changements techniques ou des expérimentations ou des réflexions à l'échelle de l'entreprise ou de la manière dont on produit. Mais également, c'est important de sécuriser cette donnée parce que c'est une donnée qui a une certaine valeur, qui traduit, heu, une certaine manière de produire et c'est important, qu'elle ne tombe pas éventuellement dans les mains de tout le monde et qu'elle ne soit pas interprétée, de manière, négative, ou hors de son contexte. Donc comment sécuriser cette donnée? Donc, les données environnementales deviennent un levier stratégique donc, pour piloter sa transition, écologique. Mais actuellement, leur gouvernance est encore floue, dans beaucoup d'organisations. Donc c'est important de maintenir une propriété des données. Donc, nous, c'est vraiment une valeur que nous avons, chez O2M, et dans notre travail, c'est que, les personnes avec qui nous travaillons restent propriétaires de leurs données et nous garantissons également, leur confidentialité et nous veillons également à leur traçabilité et fiabilité car, ces 2 points sont importants dans le cadre, du calcul environnemental. En effet, pour la traçabilité, on a besoin de transparence, de suivi, de la donnée tout au long, de son utilisation et de sa vie et également assurer son origine et son intégrité parce on peut produire des calculs environnementaux, mais si on ne sait pas si notre donnée d'entrée
a bien été sourcée, été représentative, bah, ça peut venir biaiser notre analyse. Donc pour la traçabilité de données, on va venir s'attacher à son origine, son contexte dans lequel elle a été produite. Donc par exemple l'année de référence qu'on va prendre en compte, sa gestion, son historique de modification et également son stockage et son accessibilité. Pour la fiabilité, on va s'attacher, donc la fiabilité, c'est pour garantir que l'information collectée, elle est précise, cohérente et digne de confiance. Donc on peut bien se référer à la donnée qu'on aura obtenue et que ça peut devenir une référence, sûre. Et donc pour ça, il faut, eh bien, bien, s'assurer qu'une méthode de collecte, a été, suivie, qu'elle ait bien été validée, évaluer sa représentativité, harmoniser également les sources de données, utilisées et dans certains cas, déterminer un certain pourcentage d'incertitude, de marge d'erreur, car on n'a, dans certains cas, pas pu prendre une donnée, très spécifique à un cas d'étude. Et également, on peut se comparer avec des données de référence pour voir, bah, comment on se situe, par rapport, par exemple, aux références qui sont présentées dans Agribalise et qui sont une référence nationale. Et également, documenter tous ces choix méthodologiques, donc pour bien assurer que le travail, méthodologique derrière a été fait de manière correcte et fiable. Après, une fois qu'on a calculé cette donnée, se pose la question de comment l'exprimer. Donc exprimer une donnée, c'est, lui donner une certaine forme, de façon précise, chiffrée et selon des règles méthodologiques. Donc en fait, cela va correspondre au contenu de l'information que l'on va communiquer. Une donnée peut être exprimée selon, différents types. Ça peut être une valeur numérique, une unité, une référence, exemple par kilogramme de produit ou par tonne de produit ou au pot horticole. Ça peut être également un indicateur environnemental, donc quel impact a été mesuré, sur quel périmètre et avec, quelle méthodologie. Pour éclaircir un peu tout ça, je vais vous donner quelques exemples. Donc par exemple, pour exprimer une donnée d'impact sur le changement climatique, on pourrait l'exprimer comme 1,72 kg de CO2 équivalent par kilogramme de blé tendre livré en silo. Donc dans cet intitulé, on retrouve une unité, donc les kilogrammes CO2 équivalents qui traduisent un impact sur le changement climatique et également la référence à laquelle on s'est appliqué, donc 1 kilogramme de blé tendre et j'allais dire spatial, mais non, mais et également le fait qu'il a été livré en silo et pas forcément qu'il était livré, en vrac, ou autre. Pour ce qui est de l'aspect du périmètre, donc là, on était bien du champ au silo, donc ça inclut la production, la récolte et le transport et également préciser que ces données sont représentatives, d'une étude en France en 2021 basée sur des pratiques agricoles moyennes et on pourrait également préciser que la méthode que l'on a employée, c'est par exemple la méthode EF avec comme, source des bases de données comme Agribalise et qu'on a utilisé un logiciel comme Cimapro. Et là, dans ce cas-ci, on a présenté, des, un pourcentage d'incertitude car comme on est sur une moyenne, il peut y avoir, une certaine incertitude. Une fois qu'on a exprimé cette donnée, se pose également la question de comment la présenter. Donc, comment l'organiser de manière lisible et compréhensible pour qu'elle soit entendable par le plus large public, percutante et qu'elle transmette bien le message que l'on souhaite faire passer derrière. Donc, quand on présente cette donnée, ça peut impliquer une forme visuelle ou textuelle au travers de graphiques, de paragraphes, d'arguments. Également, on peut donner un contexte visuel ou narratif autour de notre donnée. Est-ce qu'on se compare à une autre référence? Est-ce qu'on présente une évolution, une carte, et cetera? L'adapter également au public cible que l'on va viser. Est-ce qu'on va employer plutôt un vocabulaire très technique ou plutôt la vulgariser? Et structurer l'information pour qu'elle soit, lisible le plus possible. Donc est-ce qu'on fait un schéma? Quel va être le choix des légendes, des couleurs, par exemple? Cette donnée, on va pouvoir la valoriser auprès, de différentes entités. Donc là, on a fait un petit schéma pour vous présenter, auprès de qui on peut la valoriser
Et il peut y avoir également d'autres entités que nous n'avons pas présentées dans ce schéma. Donc, la donnée environnementale, elle peut être utilisée comme un argument de vente pour alimenter des labels, des certifications, pour communiquer sur son produit, développer une stratégie marketing, alimenter, nourrir sa marque employeur et orienter la politique d'achat responsable et également permettre de mobiliser des fournisseurs. Et ici, nous avons indiqué quelques exemples qui montrent que, par exemple, eh bien, on ne va pas exprimer et, et valoriser la donnée de la même manière que l'on s'adresse plutôt à un consommateur ou à nos fournisseurs ou selon une politique d'achat responsable. Et il est important, par exemple, quand vous allez avancer des arguments, par exemple, saviez-vous que notre produit a été conçu en tenant compte de son impact à chaque étape de cycle de vie? De pouvoir justifier que vous aviez bien conduit derrière des analyses qui ont permis d'avancer ces arguments. Donc ça peut être, par exemple, sur votre page internet, présenter plus précisément et clairement la démarche que vous avez mis en place ou créer une communication autour pour que le destinataire de cette donnée puisse la comprendre dans son contexte et de manière intelligible. Donc, nous proposons donc, une démarche pour, générer ces données, pour, les utiliser, pour voilà appréhender, ce domaine qui est tout nouveau dans le secteur agricole. Donc, nous avons une proposition, qui inclut, 3 grands éléments majeurs. C'est-à-dire que nous proposons du conseil, de la formation et un outil numérique, permettant de calculer son impact environnemental et c'est vraiment un package qui inclut ces 3 éléments car, nous sommes là pour, accompagner, former et aider à calculer et l'objectif est vraiment de révéler et diffuser vos initiatives et bonnes pratiques. Et on peut suivre, un petit parcours. Donc d'abord, on va vous accompagner dans l'identification, des pratiques, que vous souhaitez éventuellement valoriser ou des produits, que vous souhaitez étudier. On peut également impliquer dans la mobilisation des acteurs du projet. Donc par exemple, le recrutement, dans le cas d'une coopérative, des fermes qui vont participer à l'étude. On est là également pour aider dans le calcul, de l'impact environnemental, donc au travers d'une plateforme numérique qu'on vous présentera juste après et vous accompagner dans la détermination, des potentiels de réduction, d'impact sur la base, de vos pratiques existantes. Donc là, ça s'inscrit dans une démarche qu'on peut appeler une démarche d'éco-conception où on va venir, chercher à améliorer, son impact environnemental au regard d'une situation de référence à partir, de données chiffrées. Puis, travailler également à la validation des concepts, leur diffusion et leur suivi dans le temps au travers de des indicateurs et l'objectif du suivi dans le temps est de suivre une progression éventuellement dans le temps. Est-ce qu'on s'est amélioré dans nos pratiques d'un point de vue environnemental? Ou à l'inverse, est-ce que, peut-être, bah, on a eu une année un petit peu plus difficile, pour un contexte météo ou autre et notre impact a été un peu impacté, mais voir voilà une tendance dans une trajectoire, qui tend vers la réduction. Donc, notre démarche, elle est là également pour accélérer et simplifier l'évaluation environnementale au service de la durabilité et de la souveraineté de nos données. On propose un service sur mesure car on est là pour, vous accompagner quelle que soit, la typologie de votre demande. Donc on peut aussi bien, vous accompagner si vous êtes, des distributeurs, des coopératives que si vous êtes, un, un exploitant ou producteur, qui souhaite, mesurer l'impact environnemental à l'échelle de ses produits. On vous suit également, tout du long du parcours, c'est-à-dire qu'on est là pour, va vous accompagner dans la saisie de vos données, dans l'analyse et cetera. On propose également une plateforme qui est multifilière car actuellement, dans FarmTX, on propose, 3 grandes thématiques. Donc, à la fois, des productions, animales et végétales, comme, des grandes cultures. Également, on propose, les productions horticoles et un module piscicole aussi a été intégré dans la plateforme. On forme également, aux enjeux environnementaux et à l'utilisation
l'utilisation de la plateforme, l'idée n'est pas simplement de mettre un outil dans les mains de l'utilisateur, mais également de l'accompagner dans la compréhension, son autonomisation autour de son calcul environnemental et de sa capacité à générer sa donnée, comprendre comment l'interpréter et pourquoi faire cette démarche. Et on attache également une grande importance à la souveraineté des données. Donc, nos données sont stockées, enfin, les données que nous générons sont stockées en France et vous restez propriétaire de vos données brutes et de vos données d'impact. Et donc, notre travail se base également sur la méthodologie donc, de l'analyse de cycle de vie, pardon, qui a la spécificité d'être une méthodologie qui permet d'être multi-indicateur et donc de ne pas seulement regarder l'impact environnemental sous un seul angle, mais d'aborder tout un large panel, donc pouvant aller du changement climatique à la qualité de l'eau, de l'air, jusqu'à l'épuisement des ressources fossiles, en passant par également d'autres éléments. Donc, comment on pourrait schématiser un petit, parcours type si jamais vous vous posez, la question de comment, vous mettre en marche vers le calcul de votre donnée d'impact? Donc tout commence par une interrogation sur, pour savoir, quel est l'impact éventuellement de sa production, sur pardon, quelle est l'empreinte de sa production. Donc d'abord, on propose de se former pour appréhender tous les enjeux autour, de la donnée environnementale, de son calcul, des enjeux environnementaux actuels, puis de la calculer. Les résultats de ce calcul peuvent alimenter soit du reporting, donc par reporting, par exemple, ça peut être alimenter le bilan carbone du distributeur avec lequel vous travaillez, alimenter le bilan carbone pour le prêt à impact que vous venez d'obtenir, également alimenter un affichage environnemental, tous ces éléments-là, alimenter votre politique RSE ou toutes ces choses-là, pardon. Mais également, ce calcul permet d'identifier des pistes d'amélioration et de simuler ce qu'on appelle des leviers d'éco-conception. Donc des leviers l'éco-conception, c'est vraiment faire entrer, la dimension environnementale dans la conception d'un produit, sans pour autant négliger les attentes utilisateurs, ses caractéristiques techniques et cetera. Et l'objectif est de venir réduire l'impact du produit, dans la mesure du possible. Et donc, l'identification, la simulation de ces leviers d'éco-conception, elle peut se faire à la fois en autonomie ou à l'aide d'un consultant et elle peut le permettre par la suite de déclencher des démarches, d'ingénierie, de nouvelles pratiques, par exemple, en déclenchant, des expérimentations pour, changer son substrat, tester des pots alternatifs, réduire sa dose de fertilisant et par la suite, une mise en place sur le terrain qui permettra une réduction donc, quantifié, de son impact environnemental. Donc, on a également une petite spécificité, c'est qu'on propose avec, le CNPH Piverdir dans le cadre, de l'horticulture, un parcours conjoint avec, une formation, proposée par le CNPH qui porte sur s'initier, calculer, manager et communiquer, qui peut se faire à la fois en asynchrone et en synchrone avec également des modules en présentiel. Et au 2e, nous proposons donc un accompagnement à côté avec, la mise à disposition de la plateforme numérique Farmterix, pour lequel le module horticole est sorti, fin 2024, début 2025. Et en parallèle, nous proposons également, au sein de 2e, d'autres types de parcours pour répondre à vos enjeux, dans lesquels, la démarche Farmterix peut s'inscrire. Nous proposons également un parcours, autour de la RSE et de la CSRD. Également un parcours climat, donc plus axé autour, du bilan carbone et également des parcours éco-conception lorsque l'on souhaite, améliorer, l'impact de ses produits et se préparer à l'affichage, environnemental. Donc, je laisse, Marine, vous présenter, 3 clients avec qui elle a eu l'occasion de travailler, autour de la démarche, de Farmterix. Donc on peut vous donner, là, 4 cas d'usage pour que ce soit un petit peu plus, parlant. Donc par exemple, on a travaillé avec une coopérative
de production porcine, où l'idée, c'était d'évaluer la performance environnementale de la production de porc. Et en fait, cette coopérative était en train de réaliser son bilan carbone et avait en fait besoin de spécifier le facteur d'émission de son scope 3. Donc, cette démarche a justement permis de spécifier ce facteur d'émission parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, Agribaly, c'est une base de données qui est nationale avec des itinéraires techniques qui sont assez générales et ne sont pas forcément représentatifs de pratiques spécifiques ou bien de cahiers des charges spécifiques. Aujourd'hui, on mène aussi une opération avec le distributeur Auchan. Nous avons donc fait une opération pilote pour tester la plateforme FarmTrix auprès de 70 producteurs. Donc là, c'est toute production animale et végétale confondue. Nous avons formé les différents utilisateurs à la plateforme numérique. Et aujourd'hui, on a l'objectif de réaliser le diagnostic environnemental de 1000 fermes. On a aussi travaillé avec une autre coopérative, là pour une démarche d'éco-conception d'exploitation agricole, où là, l'objectif, c'était justement de calculer l'empreinte environnementale et de créer des facteurs d'émission spécifiques des différentes pratiques agricoles. Et ensuite, d'imaginer des leviers d'action et de voir en fait le pourcentage de réduction potentielle que ces leviers pouvaient avoir. Et puis, on a aussi mené une opération collective, Anaëlle vient d'en parler, avec les horticulteurs de la région des Pays de la Loire, où l'objectif, c'était d'accompagner, de former 18 horticulteurs à la réalisation d'analyse de cycle de vie, ou plutôt d'évaluation environnementale. Et ces résultats-là ont permis d'identifier des leviers de réduction permettant de réduire les différents facteurs d'émission et de pouvoir aussi alimenter les pistes de réflexion. Souvent, de par d'expérience, c'est souvent un peu un pied à l'étrier qu'on met en fait dans la démarche environnementale, c'est que on essaye d'imaginer justement des leviers d'action. Alors bien sûr, nous, notre objectif, c'est vraiment de mettre à disposition en fait un outil d'aide à la décision sur le plan environnemental, mais bien sûr, il ne faut pas oublier la faisabilité technique et la faisabilité économique. Et c'est tout l'intérêt de l'éco-conception, c'est bien de ne pas dégrader les deux autres aspects, donc faisabilité technique et économie, au regard des enjeux environnementaux. C'est vraiment une approche compromis. Et le fait de faire de l'éco-conception aussi permet éventuellement de valider ou d'invalider des idées qu'on aurait pu avoir et de voir quand on les simule, est-ce que environnementalement, au final, est-ce que c'est une bonne idée? Ça permet une réduction vraiment significative au regard peut-être des investissements qui vont être nécessaires, ou est-ce qu'au contraire, on a une augmentation de l'impact qu'on n'aurait pas pu prévoir, ou une réduction de l'impact vraiment pertinente. Et donc ça peut être encourageant à le tester en expérimentation et ensuite le mettre en place si l'expérimentation a été concluante. Voilà. Je suis un agriculteur et un horticulteur. Ma coopérative ou le distributeur avec qui je suis en relation m'a posé des questions sur réaliser un bilan carbone ou réaliser l'empreinte carbone de mes produits et je ne sais pas trop comment m'y prendre. Quelle serait du coup la démarche? Comment ça s'organiserait? Quelles sont les implications aussi pour moi en tant que professionnelle? Est-ce que voilà, vous pouvez un peu m'expliquer tout ça? Oui, je commence. Je ne savais pas si je devais te laisser la main ou pas. Alors, il y a plusieurs questions d'abord, en fait, à se poser. C'est d'abord de faire l'inventaire autour de ces différentes parties prenantes. S'il y a déjà en fait des démarches qui ont été initiées pour voir voilà, si on peut se greffer entre guillemets auprès d'un groupe. Après, l'idée, c'est aussi de regarder s'il y a des outils qui sont disponibles avec les productions que nous avons, enfin,
que vous avez sur l'exploitation. Parce qu'aujourd'hui, en fait, pour certaines typologies de production, il n'y a pas d'outils en fait, qui existent pour créer de la donnée environnementale. Et c'est aussi tout l'enjeu de FarmTech, c'est que même pour des données qui sont inconnues aujourd'hui, on a la possibilité justement de créer de la donnée environnementale. Et quand je dis ça aussi, c'est aussi de regarder, par exemple, dans la base de données Agribalise, si on a déjà un facteur d'émission qui correspond à nos pratiques ou pas. Et justement, si on veut créer et qu'on veut mettre en avant les efforts que l'on fait ou que l'on est sous un cahier des charges spécifique, c'est de pouvoir en fait voir comment je peux me former aux différents enjeux environnementaux et comment je peux aussi calculer mon empreinte environnementale. Voilà un petit peu le parcours de manière globale. Je te laisse, Anaëlle, compléter pour l'horticulture. Oui, alors pour l'horticulture, l'idée va être à peu près la même. Donc, dans le cadre de l'horticulture, donc, on a très peu de références, comme on a pu le voir dans Agribalise. Donc, la question peut toutefois quand même regarder dans Agribalise et voir si on a des éléments auxquels peuvent se rapprocher de nos productions. Mais l'intérêt va être également de produire une donnée qui va être plus spécifique. Parce que voilà, Agribalise, c'est une moyenne nationale, mais si ça se trouve, sur notre exploitation, nous avions mis en place des modes de production qui peuvent être vraiment spécifiques ou innovants pour lesquels on souhaite voilà, quantifier peut-être un bénéfice environnemental. Et donc, le parcours va être à peu près le même. On va se poser la question donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'on souhaite quantifier, qu'est-ce que l'on souhaite démontrer, Hem, sur quel type, quelle échelle? Est-ce que c'est sur l'ensemble de notre production? Est-ce qu'on commence par se focaliser sur un seul produit? Et puis, voilà, après, ça va être la même chose, essayer de se rapprocher d'organismes en possibilité de nous former donc, sur ces sujets et les enjeux associés donc, à l'environnement parce que l'environnement peut être très large et nous, on vient vraiment regarder avec cette lunette, on va dire, analyse de cycle de vie et impact environnemental, quantifié sur différents indicateurs qui peut être complémentaire, d'autres éléments et donc venir se former sur cette démarche, également cette démarche d'éco-conception, qu'on vous a présentée et essayer de trouver des outils qui peuvent être, disponibles, pour calculer notre impact environnemental et qui répondent, également à nos critères, par rapport aux typologies de produits qu'on va étudier et la disponibilité, voilà. Puis j'ai oublié de rajouter, mais c'est vrai que c'est important de se poser la question de pourquoi on le fait en fait au départ. C'est vraiment, enfin, on en a parlé, mais vraiment de l'objectif. Est-ce que derrière c'est je veux communiquer? Est-ce que derrière c'est je veux alimenter mes différentes parties prenantes qui sont plus en aval, donc par exemple coopératives, pour alimenter un scope 3 d'un bilan carbone? Ou alors ça peut, enfin, en fait, il y a vraiment plein d'objectifs qui peuvent être présents. Et en fonction de ça, on peut aussi amener une granulométrie différente au niveau des données. Un peu la discussion. Donc, vous avez bien appuyé sur le parcours FarmTerix et qu'il y avait quand même une plateforme. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer comment a été construite cette plateforme? Qui sont les partenaires derrière tout ça et un petit peu peut-être quels produits sont disponibles dans la plateforme? Ouais. Alors, donc FarmTerix, c'est un vrai projet d'entreprise. On y travaille depuis 6 ans. L'objectif, c'est vraiment en fait de mettre à disposition une plateforme numérique qui permette de calculer l'empreinte environnementale des différentes productions agricoles et horticoles. Donc c'est une plateforme qu'on a construite en partenariat avec l'INRAE, qui est notre partenaire historique. La plateforme a été vérifiée par l'organisme des certifications EcoCert. Voilà, pour bien vérifier que l'algorithme derrière était conforme avec les normes ISO de la CV.
Donc c'est une plateforme, qui permet en fait de faire, un diagnostic environnemental pour, l'ensemble des productions, donc que ce soit des productions animales et végétales. Je peux en citer certaines. Pour l'animal, on a, des ruminants, du bovin, de la volaille, du porc. Pour les productions végétales, on a les grandes cultures, les légumes, les fruits, les prairies, et que ce soit à l'échelle, nationale et internationale. Et l'objectif, c'est, vraiment en fait de, pouvoir, et de mettre à disposition, de présenter des résultats, sous, différents indicateurs environnementaux. Donc, l'idée, c'est justement aussi d'appréhender, le transfert d'impact. C'est-à-dire que, demain, si par exemple je veux faire, un changement de pratique, c'est de voir peut-être que ce changement de pratique-là va diminuer mon changement climatique, mais par contre, par exemple, sur les émissions de particules fines, ça va le faire exploser. Donc vraiment, l'idée, c'est de voir un petit peu, comment on peut, justement imaginer des leviers de réduction sur tous, les indicateurs. Comme l'a dit Anaëlle, toutes les données, sont protégées. Les utilisateurs restent propriétaires de leurs données. Ça, c'est très important, que ce soit au niveau des données brutes et des données, d'impact. Et donc au niveau après des comptes utilisateurs, on peut avoir, plusieurs, comment dire? Plusieurs, typologies. C'est-à-dire qu'on peut avoir des comptes, uniques ou alors des comptes, superviseurs justement pour avoir une vision sur plusieurs sites. Et l'idée, c'est que ce soit un outil de simulation. Donc, on prend souvent un peu l'image de la balance, c'est-à-dire que, je vais monter sur la balance, je vais voir en fait, combien je pèse et puis après je vais voir en fait en fonction des résultats, quel levier d'action je peux mettre en place. Et l'idée, c'est de faire en fait varier différents paramètres, sur la plateforme. Et au niveau du parcours, donc on propose, des sessions de formation. Les sessions de formation, peuvent être prises en charge, pardon, par des organismes de formation, donc des OPCO. Ensuite, l'idée, c'est de remplir les données sur la plateforme. On a donc un service d'accompagnement, de support technique pour, accompagner au mieux, la finalisation du remplissage des données. Et puis ensuite, l'idée, c'est, d'avoir, et de disposer, des résultats, qui sont en ligne. Annelle, si tu veux rajouter des choses, Sur l'horticulture, ouais. du coup. Oui, bah, du coup, sur, l'horticulture, donc, pour l'horticulture, donc c'est un travail qui a été conduit depuis, après un petit peu plus, de 2 ans, pour mettre en place ce module et notamment, bah, depuis la sortie du Flori-PFCR, en 2024 de l'année dernière, ça a vraiment, permis de finaliser notre, travail au regard des dernières méthodologies disponibles et donc actuellement dans la plateforme, on peut, modéliser donc aussi bien des productions en pleine terre, comme par exemple des bulbes ou des plants de pépinière que, des productions en pleine terre sous abri, des productions sous abri, chauffées, non chauffées. Enfin, on peut vraiment prendre un large panel de l'horticulture et ça va être vraiment intéressant de pouvoir, bah, comparer peut-être, côte à côte, bah, une production en pleine terre par rapport à une production, en hors sol, et après, bah, dans le cas de Marine, éventuellement de comparer, bah, une production, de carottes ou de tomates ou même, production bovine ou de porc, tout ça dans une seule et même interface. C'est quand même un confort utilisateur, intéressant quand on peut, bah, avoir une très grande diversité de production sur une même exploitation. Et ce qui est intéressant aussi entre le secteur agricole et horticole, c'est qu'on peut faire, facilement le lien, Mmh. entre ces 2 domaines, dans le sens où, comme vient de le dire Anaëlle, par exemple, pour l'horticulture, on peut très bien, en fait, créer le facteur d'émission, de la production de plants. Ça, c'est vrai que ça représente souvent, quand même, un impact, assez important et après, on peut justement reprendre ce facteur d'émission-là pour, la production de tomates, par exemple. Donc, l'idée, c'est, aussi, la vision de chez O2M, c'est aussi de monter un peu, un écosystème autour de la donnée et de voir, comment on peut, justement, valoriser, tout ça au regard des différentes parties prenantes. Aussi, multi-production, quel est l'intérêt?
Et la dernière question, et puis après on s'arrêtera là. Euh, du coup, la donnée qu'on obtient, la donnée environnementale, elle peut se comparer à quelque chose? Est-ce qu'elle correspond à un référentiel? Alors l'intérêt, je te laisserai compléter après Annelle. L'intérêt justement d'avoir fait une plateforme pour toutes les productions animales et végétales, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il existe déjà des plateformes sur le marché qui sont souvent à l'échelle de filières. C'est-à-dire qu'on va potentiellement avoir un outil pour une filière animale, un outil pour une filière végétale. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le contexte national, on est sur une vision, enfin, on est sur un élevage qui est dans une dimension polyculture, polyélevage, et donc il y a des flux en fait à l'intérieur d'une exploitation qui en fait sont importants de prendre en compte. Donc l'idée justement, c'était de gagner du temps dans un premier temps pour un agriculteur ou alors une coopérative qui a plusieurs filières, d'avoir un seul outil et de aussi harmoniser les méthodologies pour l'évaluation environnementale. C'était aussi de limiter les doubles comptes. Par exemple, si on reprend mon exemple on a un outil pour l'animal, on a un outil pour le végétal. Par exemple, si un jour on fait le diagnostic sur l'animal et qu'on prend en compte les surfaces d'intérêt écologique, typiquement les haies, pour considérer le stockage de carbone, et qu'on le recomptabilise le lendemain, là, il y a un sujet au niveau du double compte. Euh, je te laisse compléter, Annelle, si tu veux. Et la deuxième question, je sais plus. C'est la donnée environnementale qu'on obtient de Farmteryx. Mm. Est-ce qu'elle se compare à quelque chose? Est-ce qu'on peut la comparer à quelque chose? Alors, pour le secteur agricole, la donnée peut être comparée par rapport à Agribalise, puisque aujourd'hui, en fait, on se base exactement sur la même méthodologie dans le sens où on reprend le cadre méthodologique d'Agribalise, on reprend les modèles d'émissions d'Agribalise et on reprend aussi les bases de données. Donc, on peut tout à fait se comparer par rapport à Agribalise. On peut aussi se comparer par rapport à nous-mêmes, parce qu'en fait, l'objectif aussi final de Farmteryx, souvent la première année, on compare par rapport à Agribalise, parce que c'est toujours compliqué de savoir ce que c'est vraiment 1 kg de CO2 équivalent. Enfin, c'est assez compliqué en fait d'avoir les ordres de grandeur. Mais par contre, les années suivantes, donc l'idée, c'est justement de faire son diagnostic environnemental à minima une fois par an, et c'est de voir en fait comment demain, je peux m'améliorer par rapport à hier. Donc en fait, c'est que nous-mêmes, entre guillemets, on devienne la situation de référence pour ensuite tracer la trajectoire. Je rejoins Marine sur cet aspect de trajectoire. On a vraiment la même idée pour l'horticulture. Malheureusement, en horticulture, pour le moment, il existe peu de données de référence auxquelles on peut se rapprocher. Il y a les données d'Agribalise et il y a quelques données également issues du FLORI-PFCR. L'objectif aussi d'avoir des plateformes comme on a développé, bah voilà, c'est de générer des plus grands flux de données et pourquoi pas créer des travaux à plus grande échelle auprès d'Agribalise pour éventuellement leur soumettre les données. Après, ça reste sur une démarche volontaire des personnes souhaitant le faire. Et bah, pour compléter ce qu'a dit Marine, en tout cas pour l'horticulture, l'intérêt était d'offrir un outil qui permettrait de modéliser son impact environnemental bah, en autonomie et en étant aussi, comment dire, en étant aussi accompagné sur tous ces éléments-là. L'idée n'était pas simplement de fournir une plateforme numérique bêtement et méchamment, mais d'accompagner également, de monter en compétence autour de ces données pour que peut-être la première année, bah, voilà, vous allez devoir vous former, ça va être un petit peu plus laborieux parce que c'est quand même des nouvelles thématiques, des éléments complexes, mais que bah, au fur et à mesure de l'apprentissage et de l'accompagnement qu'on va pouvoir vous fournir, que vous soyez aussi en mesure, en capacité de comprendre plus facilement en autonomie bah, vos bases d'impact, qu'est-ce qu'ils représentent, pourquoi ils représentent ça, et que nous, on soit peut-être à vous aider derrière pour décrypter dans le détail du pourquoi, du comment, bah, pourquoi cet impact a été généré comme ça. Mais voilà, c'est
Farmtex, c'est pas simplement une plateforme, c'est aussi tout l'accompagnement qui vient autour et le service, qu'on peut vous offrir pour vous aider à progresser vous-même dans cette transition environnementale et en être, acteur, et des acteurs, conscients, on va dire. Merci à Merci tous. à tous. À bientôt, très bonne Bonne journée. journée. Au Au revoir. revoir.